Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Sans langue de bois, la nouvelle émission politique, économique et sociale de TV Carcassonne. Maire de Trèbes, depuis 2014, Éric Ménassi est l'invité de cette première émission. Sa réélection avec 60% des suffrages dès le premier tour et les difficultés surmontées suite à l'année noire de 2018 ont fait d'Éric Ménassi la personnalité politique montante du territoire carcassonnais. Il est aujourd'hui président du SMAR, en charge de l'aménagement des cours d'eau et de la prévention des risques d'inondation. Président de l'Association des maires de l'Aude, il a récemment succédé à ce poste à Patrick Mogard, le maire de Castelnaudary. Mais c'est en vice-président de Carcassonne Agglo qu'il co-réalise actuellement un projet longtemps resté au point mort sur sa commune, la zone d'activité de Béragne, à la sortie de Trèbes, en direction de Carcassonne. Éric Ménassi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de cette émission. Face à vous, Jean-Claude Pérez, ancien maire de Carcassonne, ancien député. Bonjour. Et Marc Tellier, ancien adjoint à la mairie de Carcassonne, ancien conseiller général. Je vais ouvrir les questions de ce Sans langue de bois avec une première question justement sur cette zone d'activité de Béragne. Comment voyez-vous l'axe Carcassonne-Trèbes dans les 4 à 5 ans à venir ? Écoutez, vous dire d'abord que je me félicite des aménagements qui sont réalisés depuis quelques années. On rééquilibre un petit peu l'économie sur l'est de Carcassonne et nous en avions bien besoin. Aujourd'hui, 2 zones d'activité sont en train de voir le jour, du moins une zone commerciale vers Rocade Est et une zone d'activité sur Béragne. La zone de Béragne, vous l'avez dit, c'est un vieux marronnier qui date du début des années 80 et il est très bien, n'y croyez plus. Aujourd'hui, Carcassonne Agglo, depuis un petit moment déjà, depuis 2014, le président Banquet en avait fait un vrai cheval de bataille pour son premier mandat et nous avons réussi collectivement à faire en sorte que cette zone sorte de terre et c'est une vraie satisfaction collectivement. Justement, une zone d'activité comme Béragne d'un côté, de l'autre côté, vous en avez parlé, Rocade Est qui sort de terre. Quand on porte des projets aussi importants que cela, est-ce qu'il faut coordonner d'un côté et de l'autre des territoires les actions pour que cela puisse faire une zone... Je crois d'abord qu'il faut dissocier les 2 projets. Nous avons un projet privé et un projet public. Le projet public est porté depuis de nombreuses années, c'est la zone de Béragne, et notre volonté, c'est de faire tout à Béragne, sauf une zone commerciale. Je crois que les zones commerciales sont suffisantes sur notre territoire et nous avons besoin de créer de la richesse et faire en sorte d'attirer des entreprises, et c'est ce que nous faisons sur Béragne. Le président Banquet, président de Carcassonne Agglo, a déclaré il y a peu qu'on pouvait envisager 1 millier de créations d'emplois sur la zone de Béragne. Est-ce que vous y croyez ? Et est-ce que ce sera une création ou simplement des entreprises qui étaient sur une zone qui partiraient sur Béragne ? Vous savez, M. Pérez, vous le savez peut-être mieux que personne, lorsqu'il s'agit de développement économique, il y a des clauses de confidentialité. Et ce n'est pas du tout de la langue de bois de ma part, il y a pour l'instant plusieurs clauses de confidentialité avec des entreprises qui ont été passées. Je ne peux pas vous en dire plus. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est qu'en tant que maire de Trèbes, je signerai les permis de construire. Le premier permis de construire a été signé pour Nougalet, avec une 60aine d'emplois à la clé, mais je suppose que nous en reparlerons très vite. Il y aura peu de création d'emplois si ce n'est un départ d'une zone pour aller sur Béragne. Non, je crois que... Enfin, je ne crois pas, je suis certain. L'outil de production a été totalement transformé. Vous l'avez... Au-delà de Nougalet. Oui, vous l'avez sûrement vu. Donc, pour Nougalet, il va y avoir une transformation de l'outil de production avec des embauches supplémentaires, plus importantes que celles du site. Et ensuite, il y aura un développement de la zone. Aujourd'hui, le premier périmètre qui a été commercialisé fait à peu près 27 hectares. Et les 27 hectares sont quasiment vendus à des entreprises et donc très vite, je crois que l'Agglo annoncera tout ça. Oui, mais alors quand le président Banquet, président de Carcassonne Agglo, annonce 1 millier d'emplois sur la zone de Béragne, n'est-ce pas exagéré ? Non,
Écoutez, le président a annoncé ces chiffres-là. Moi, je me dois, dans le cadre des fonctions qui sont les miennes, préserver la clause de confidentialité que nous avons avec les entreprises. Aujourd'hui, le président a annoncé des chiffres importants. Il aura l'occasion d'y revenir très prochainement. Ce que je peux vous dire, c'est que la zone se développe. Ce que je peux vous dire, c'est que nous allons en faire une zone exemplaire sur la communauté d'Aglo et que tout sera fait pour que les entreprises s'y sentent bien. Et puis la finalité de tout ça, M. Pérez, vous vous en doutez, c'est la création d'emplois et la création de richesses pour notre territoire. Donc le rond-point du Conseil général de Beragne ira quelque part? Oui, je vous le confirme. En effet, l'entreprise Nougalet s'installe sur la zone de Beragne, donnant le véritable point de départ de l'activité sur cette zone. Nougalet qui était installé en haute vallée de l'Aude. Et Pierre Castel, le maire de Quillan, a souhaité vous poser une question. Bonjour Monsieur Bélassi. Ce déplacement de Nougalet dans les environs de Carcassonne à Trèbes, pour ne pas citer, c'est un désastre pour la haute vallée de l'Aude. C'est un désastre, pourquoi? Parce que ça déplace une cinquantaine d'emplois vers la ville, alors que nous, ces 50 emplois, on en avait largement besoin. C'est un désastre pour l'équipe qui dirige ce département depuis plus de 100 ans, parce que la monoculture, disons, c'est quand même pas recommandé, disons, normalement. Et c'est un désastre, ça va être un désastre pour nos écoles, parce que 50 emplois déplacés, ça signifie que des enfants vont s'en aller de la Haute-Vallée, qu'on va encore fermer des classes, et qu'on va nous demander de nous mobiliser pour essayer de garder les classes. Alors là, on se mord le derrière. C'est quand même quelque chose qui quitte la Haute-Vallée, et c'est déplorable. Pierre Castel, qui a co-signé avec Jean-Jacques Marty, président des maires ruraux de l'Aude, un communiqué parlant des 800 000 € de subventions allouées au déplacement de Nougalet depuis la Haute-Vallée jusqu'à Beragne, disant que cette subvention aurait pu éventuellement servir à la consolidation de Nougalet en Haute-Vallée. Alors, vous souhaitez réagir, je suppose ? Oui, bien sûr. Si vous le permettez, je vais réagir en 3 temps parce que vous comprenez, le sujet est extrêmement délicat. Et puis je pense qu'il est bon qu'il n'y ait aucune zone d'ombre. D'abord, j'aimerais vous dire que j'ai beaucoup de respect pour M. Castel, comme pour l'ensemble des élus de la Haute-Vallée. Ils ont sur leur territoire de nombreuses difficultés et leur engagement quotidien force le respect. Ensuite, j'ai envie de vous dire que je comprends M. Castel. Je le comprends d'autant plus que j'ai été confronté à cette problématique il y a 3 ans. Il y a 3 ans, une entreprise trébéenne a quitté ma ville, laissant derrière elle une friche industrielle, un peu plus de 20 emplois. Et cette situation est terrible pour un maire. Elle est terrible parce que vous la prenez de plein fouet, vous cherchez bien sûr des responsables, mais vous vous sentez coupable. Vous vous sentez coupable et vous vous sentez surtout impuissant. Et ensuite, j'ai envie de vous dire... Au-delà de cette problématique, je crois qu'il faut recentrer le débat. L'entreprise Nougalet est venue sur la zone de Beragne parce qu'elle souhaitait partir de là où elle était. L'outil de production que développait M. Montera n'était plus adapté à la dimension économique qu'il souhaitait donner à son entreprise. Donc il était en partance. Et lorsqu'il était en partance, il cherchait à s'installer. À l'époque, j'étais en charge du développement économique et mon rôle était, M. Banquet me l'avait confié, mon rôle était de promouvoir le développement économique sur Carcassonne-Aglo. Et donc, évidemment que j'ai, par mon travail, par le travail des équipes, fait en sorte d'accueillir dans les meilleures conditions Nougalet, et parce que je me devais de le faire. Nougalet, s'il n'était pas venu sur Carcassonne-Aglo, serait parti ailleurs. Mais je crois que, pour répondre très précisément à M. Castel, il soulève quelque chose de très délicat et il me semble que cette difficulté entre les territoires ne doit pas perdurer. Aujourd'hui, nous sommes en train de soulever une problématique nationale. À l'heure de la péréquation, à l'heure des aides, à l'heure d'un investissement de l'État toujours plus fort. Moi, je crois que l'État doit se saisir de cette problématique. Et j'en appelle à nos députés. Je sais que Mme Robert est très attentive à tous ces sujets. Et aujourd'hui, lorsqu'une entreprise déserte un territoire, d'autant plus un territoire rural, il faut que l'État soit au secours de ce territoire. Aujourd'hui,
Pointer du doigt Carcassonne-Aglo, pointer du doigt Trèbes ou le maire de Trèbes, je pense que ce n'est pas la bonne chose. Aujourd'hui, il faut que pour que notre territoire rural, nos territoires ruraux puissent vivre, il faut que l'État puisse, par une sorte de péréquation, essayer non pas de les développer, mais au moins de permettre que les entreprises qui y sont, y restent. Le problème social restera quand même. Parce que si on délocalise, les 30 employés qui sont, ou 40, il a dit M. Castel, 60 employés, qui sont sur Luc-sur-Aude, vous les aurez à Trèbes, mais ces gens ne vont pas partir avec les valises. Ces gens ont investi dans le coin. Ce sont de jeunes couples. Et est-ce qu'ils vont pouvoir revendre leur maison et tous les emprunts qu'ils doivent avoir sur le dos? C'est ça. Moi, c'est ce qui me chagrine. Ça aurait été de la délocalisation normale. C'est-à-dire aller prendre une entreprise à Toulouse, aller prendre une entreprise... Là, ça allait très bien. Mais prendre sur le même département, vous en avez parlé, dans un territoire qui en a vraiment besoin, je crois que c'est pas très sympa. Monsieur Tellier, pour vous répondre et reprendre vos propos, la délocalisation normale, vous savez, il n'y a pas de délocalisation normale. Aujourd'hui, et il faut que nous nous en félicitions, les chefs d'entreprise sont maîtres de leur destin. Je vous le redis, l'outil de production qui était basé à Luc ne convenait plus aux dirigeants de Nougalet. Et la décision a été prise par les dirigeants. Voilà. Nous pouvons le déplorer, et je le déplore moi aussi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en tant que maire de Trèbes, j'en ai été victime. Aujourd'hui, ce qu'il faut que nous fassions, c'est non pas constater que Nougalet est parti, c'est collectivement essayer de trouver des solutions, mobiliser l'État pour que ces territoires ruraux qui sont en fragilité absolue, et encore une fois, je salue l'investissement de tous ces maires, je pense notamment à M. Marty, je pense à M. Durand, à Limoux, et tous les autres qui se battent au quotidien pour faire vivre un territoire avec des difficultés absolues, mais je pense que opposer les territoires n'est pas une bonne chose. Je crois que l'État a un rôle à jouer, un rôle fédérateur, un rôle de péréquation et un rôle d'aide. On va revenir à Éric Ménassi, maire de Trèbes, réélu à 60% des voix lors des élections de 2020. Une réélection qui est une véritable exception, tant dans le département qu'au niveau national. À quoi devez-vous une réélection à un tel niveau de suffrage ? Écoutez, j'ai un vieil ami qui avait coutume de dire qu'en politique, on perdait tout seul et on gagnait collectivement. Donc je vais suivre cet adage et vous dire que cette victoire est une victoire collective. Et j'en suis très fier, puisque la liste que je conduisais était une liste plurielle, pour reprendre des vocables antérieurs, et qui était composée essentiellement d'hommes et de femmes qui m'avaient suivi lors du premier mandat, mais aussi d'une partie de nouvelles figures trébéennes, tous issus de milieux différents, mais qui ont permis à notre liste d'être élus avec un score, vous l'avez dit, plus qu'honorable dès le premier tour. Martelier ? Monsieur Ménassi, je vous félicite pour votre réélection. Un score de 60% est rare au premier tour. Mais vous avez quand même, dans votre commune, le Rassemblement national qui fait 25%. C'est le record du département. Carcassonne 10%, Narbonne 10% pour le Rassemblement national, Castelnaudary inexistant, Limoux inexistant, et Trèbes 25%. À quoi, d'après vous, ou à quoi tient ce résultat du Rassemblement national? À l'empathie qu'ont les Trébens pour Christophe Barthès, ou bien à la situation de l'insécurité qui règne sur l'Aiguille, mais également sur le centre-ville? Moi, j'ai pour habitude de ne pas commenter les résultats des autres candidats. Vous me dites que le score de mes opposants est assez élevé. 60%, c'est quand même beaucoup. Il aurait fallu que je fasse 80 pour qu'il soit plus bas. Ça aurait été un petit peu plus compliqué, mais plus sérieusement, vous évoquez l'insécurité. Je trouve que le mot est excessif, que ce soit sur le quartier de l'Aiguille ou pour le centre-ville. Vous savez, monsieur Tellier, je suis maire depuis 2014. Et depuis 2014, nous avons connu à Trèbes beaucoup de difficultés.
Aujourd'hui, la politique qui est menée est une politique d'aménagement du territoire et d'aménagement de notre village. J'entends les critiques ici ou là qui peuvent arriver, et je pense qu'elles sont nécessaires pour nous permettre d'aller de l'avant. Pour vous répondre politiquement, 60%, je considère que c'est un plébiscite. Un plébiscite pour une action menée, un plébiscite pour une confiance accordée à une équipe, et encore une fois, je n'ai pas la prétention de m'accaparer l'intégralité de ce score. Je crois que ce score est le reflet de la pluralité de la liste qui était à mes côtés, et c'est le reflet aussi d'une volonté des Trébéens, parce que je vous rappelle que, au-delà du chiffre de 60%, c'est la participation qui est importante. Près de 65% des Trébéens sont allés aux urnes dans un contexte sanitaire extrêmement difficile. Et à partir de là, je suis très fier de ce résultat, vous vous en doutez, et vous dire comment commenter le résultat du Rassemblement national. Je n'ai pas d'explication. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que je ferai tout pour que ce chiffre baisse d'année en année, et voilà. C'est quand même 25%, et ce n'est pas rien pour une petite commune. C'est 25%, oui. Donc il faut que je fasse 80. De la population. Il faut que je fasse 80 la prochaine fois pour baisser le Front National. Nous allons nous y employer, monsieur Tellier, je vous promets. Cette réélection n'a-t-elle pas été aussi le fruit d'une image d'homme politique plutôt libre dans le paysage politique audois? Vous êtes membre du PS depuis longtemps, et vous avez à la fois une image, c'est ça, d'homme politique qui a une certaine liberté d'action et de parole. Vous avez reçu récemment Édouard Philippe, qui est venu vous voir en avril dernier. Vous êtes un homme politique qui est très ouvert. Ça aussi, ça a joué peut-être aussi dans cette réélection? J'ai rencontré Édouard Philippe au lendemain des tragiques attentats, et une relation amicale s'est tissée entre nous deux. Moi, j'ai beaucoup de respect et une vraie admiration pour Édouard Philippe. Je crois qu'il incarne ce que la notion d'homme d'État a pour moi. Vous disiez que j'avais réussi à avoir une forme de liberté. J'ai jamais eu l'impression d'être emprisonnier dans quoi que ce soit. Je me sens profondément de gauche. Mais je crois aussi que la réalité de terrain vous impose non pas à renier vos valeurs, mais à composer. Je vous parlais tout à l'heure de mon équipe. L'équipe à la tête qui me suit est une équipe plurielle, avec des femmes et des hommes issus du Parti communiste, d'autres du Parti socialiste, d'autres sont des marcheurs, d'autres votent à droite, d'autres votent à gauche, mais ils ont tous un dénominateur commun. Ils ont pour eux un attachement viscéral à leur territoire et la volonté farouche de pouvoir le développer dans un souci de respect de l'autre. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il manque au débat public, c'est cet apaisement, un peu de recul et cette capacité que nous devons avoir à nous écouter les uns les autres. Vous êtes maire de Trèbes, président de l'ASMAR, président des maires du département de l'Aude, vice-président du conseil d'agglomération. Ne vous sentez pas l'âme d'un cumulard? Oui, effectivement, vous avez raison. Je suis le maire de Trèbes, je suis président du SMAR, je suis président de l'association des maires de l'Aude, et je suis aussi vice-président de Carcassonne Agglo. Les journées sont très chargées, les semaines aussi, je ne vous le cache pas. Non, je n'ai pas le sentiment d'être un cumulard. Je n'ai pas le sentiment d'être un cumulard pour plusieurs raisons. La première, parce que la présidence de l'association des maires de l'Aude est une présidence bénévole. Et ensuite, parce que je crois que lorsqu'on est ancré dans son territoire, comme je le suis, et comme bon nombre de mes concitoyens le sont, on a besoin d'avoir une vision transversale des choses. Et je pense qu'il y a une vraie complémentarité entre le fait d'être maire de Trèbes, vice-président de Carcassonne Agglo. Le SMAR apporte une nouvelle corde à mon arc, et je pense que le SMAR est un outil formidable. Formidable, et vous me donnez l'occasion d'en dire deux mots. Le SMAR a été créé il y a plus de 20 ans. Par l'ancien président du conseil départemental, Marcel Reynaud, et le préfet de l'époque. Et je voudrais leur rendre hommage. Leur rendre hommage parce qu'au lendemain d'une catastrophe terrible, celle de 1999, l'ensemble des pouvoirs publics ont pris conscience qu'il fallait nous organiser sur le département de l'Aude. Et aujourd'hui, notre organisation est saluée partout en France comme une organisation qui maille le territoire, qui est réactive et qui permet de prévenir du risque inondation. Donc voilà, je suis très fier d'être à la tête de ce syndicat. Et pour répondre une dernière fois à votre question, oui, les journées sont très chargées, mais je crois que mon épouse est encore plus chargée que moi, c'est vous dire.
La particularité également des 60% à Trèbes dès le premier tour, c'est l'enseignement que nous donnait François Mitterrand quand il disait il faut d'abord pour la gauche rassembler les socialistes, ce n'est jamais gagné, il faut ensuite rassembler les communistes, la gauche, et mordre au-delà. Donc Éric Ménassi, vous correspondez à ce portrait de rassembler les socialistes, de rassembler les communistes, la gauche, et de mordre sur l'au-delà. C'est le profil idéal d'être un bon parlementaire et un bon député dans des élections qui auront lieu dans quelques semaines à peine. Sans doute. Sans doute, j'ai beaucoup d'envie lorsque on me parle de la députation, parce que je considère que le mandat de parlementaire est un mandat formidable. Formidable, et je considère que pouvoir participer à l'élaboration des lois, rentrer dans ce lieu symbolique de l'Assemblée nationale, j'ai toujours été en admiration devant tout ça. Après, très concrètement, et je vous le dis vraiment sans langue de bois, mon engagement, il est local. Il est local, et depuis quelques années déjà, on ne peut plus cumuler le poste de maire et le poste de parlementaire. Donc, en toute transparence, j'ai envie de vous dire que ma priorité, c'est mon territoire. Et que la vérité d'aujourd'hui, c'est que je ne suis pas candidat aux élections législatives pour toutes ces raisons. J'aurais l'impression à la fois de trahir les Trébéens, en leur disant que je m'étais engagé pour Trèbes et pour les 6 ans qui viennent, en partant 2 ans après. Et si c'est pas vous, soit vous considérez que, n'étant pas vous, personne ne gagnera, et donc pour le Parti socialiste, l'affaire est entendue, c'était encore une autre défaite pour ce parti. Et si en revanche quelqu'un correspond à votre profil, qui ? Alors, vous dire d'abord que la vérité d'aujourd'hui, vous savez, en politique, n'est pas forcément la vérité de demain. Est-ce que j'ai une légitimité pour désigner un tel ou une telle ? Pas du tout. Le Parti socialiste a un process de désignation qu'il va mettre en mouvement, et je participerai à mon niveau dans ce process. Vous savez, M. Pérez, je suis profondément inquiet. Je suis profondément inquiet pour l'élection présidentielle pour 2 raisons. La première, parce que je considère que notre pays est en train de se radicaliser. Je considère que notre pays est en train de se radicaliser d'une manière excessive. Et qu'aujourd'hui, ce qui m'inquiète le plus, c'est de voir que peut-être demain, nous sommes en capacité d'avoir à la tête de notre pays une ou un populiste. Ce danger, il est bien réel, et je compte à mon modeste niveau tout faire pour éviter ce scénario. Justement, puisque vous parlez des présidentielles, en tant que maire, qui allez-vous parrainer ? Le parrainage est un acte important, et d'ailleurs il fait polémique. On se rend bien compte que les maires de petites communes sont très gênés par rapport à ce parrainage, alors que certains autres maires parrainent sans aucun problème. À titre personnel, je ne parrainerai personne, pour une bonne et simple raison. Ma présidence à la tête de l'association des maires de l'Aude me demande d'avoir une forme de neutralité. Vous savez, nous avons 433 communes avec des maires de droite et des maires de gauche. Je pense que j'enverrai un très mauvais signal en expliquant que je parraine quelqu'un. Vous ne voulez pas vous mouiller, puisque le président Mogard, qui était président avant vous, parrainait, et qu'avant Patrick Mogard, Raymond Courrière, président de l'association des maires, parrainait. Donc si j'ai bien compris, vous ne voulez pas vous mouiller. Non, c'est pas du tout ça, parce que je vous l'ai dit il y a quelques instants, je suis très inquiet. Et je considère qu'aujourd'hui, il y a un vrai vote utile. Et que le vote utile m'imposera de pouvoir, dès le premier tour, faire en sorte que le président de la République soit le plus haut possible, de façon à ce qu'on puisse éviter un danger pour notre démocratie. D'accord. Vous êtes modéré, Monsieur Ménassi, ce qui n'est pas une agression dans ma bouche. Mais ça me fait penser que les modérés, c'est un peu comme les Bermudes. Quand on y rentre, on ne réapparaît plus. À force d'être aussi modéré, n'avez-vous pas peur de disparaître un jour ? Vous savez, M. Pérez, je n'ai pas fait de la politique pour apparaître ou pour disparaître. J'ai fait de la politique, et j'espère que ça transparaîtra dans les échanges que nous avons eus, pour être utile pour un territoire. Je suis viscéralement attaché à la ville de Trèbes, viscéralement. Et j'ai peut-être la prétention de me sentir utile et de sentir que l'action que nous menons avec notre équipe est utile. La vie politique est courte.
courte. Je ne sais pas ce que demain nous réserve. Ce que je sais profondément, c'est que j'ai aucune certitude, par contre j'ai des convictions. Et ces convictions, j'essaye de les mener modestement. La modération, vous l'avez dit, et je le prends comme un compliment dans votre bouche, n'est ni une qualité ni un défaut, c'est simplement un point de vue. Un point de vue qui me fait penser qu'en tant qu'homme de gauche, je considère qu'entre Édouard Philippe et Bernard Cazeneuve, cet espace que crée la politique nationale, je m'y sens bien. Le fait de ne pas parrainer un candidat, est-ce que ce n'est pas aussi une manière, entre guillemets, de vous protéger? L'Association des maires de France a dénombré 198 agressions d'élus en 2020 et 233 en 2021, soit une augmentation notable. Est-ce que vous-même, vous avez déjà fait l'objet d'agressions? Est-ce que vous y pensez? Bon nombre de mes collègues ont été victimes d'agressions. Aujourd'hui, les agressions les plus courantes sont des agressions via les réseaux sociaux, avec une violence inouïe. Il y a aussi des agressions physiques que je déplore. Moi-même, mon domicile a été tagué il y a quelques années. L'Association des maires est là pour soutenir les maires dans cette difficulté. Nous avons récemment signé 2 conventions avec Madame la procureure de Carcassonne et Monsieur le procureur de Narbonne pour justement faciliter l'accès à la justice pour les maires et pour les élus locaux. Et je sais que la gendarmerie travaille activement pour nous accompagner dans cette démarche. On parlait de sécurité tout à l'heure avec Marc Tellier. En tant qu'homme de gauche modéré, quel est votre rapport à l'autorité? Écoutez, moi je crois que les fondamentaux de l'État doivent être partagés par toutes les composantes de notre politique. Vous parliez tout à l'heure de la sécurité, je crois que l'ordre et l'État sont des paramètres importants, je crois que la santé est un paramètre important, je crois que l'éducation est un paramètre important. Vous savez, tout à l'heure, nous évoquions l'aménagement du territoire, et M. Tellier évoquait l'insécurité dans nos villes, dans nos villages. Je vous disais tout à l'heure que pour moi, il n'y a jamais une réponse plus forte qu'une autre. Gérer la sécurité, c'est à la fois gérer la prévention et gérer la prévention. Et trouver cet équilibre, c'est un équilibre non pas qui est un équilibre mou, mais un équilibre qui est lié à un principe de réalité. Eric Ménassi, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de cette première mission de 100 langues de bois. Et nous vous retrouvons d'ailleurs sur TV Carcassonne le mois prochain pour une nouvelle émission, un nouvel invité qui devra répondre sans langue de bois.